Bonjour, donc je suis Thomas Bernard. Je connais bien le musée pour le fréquenter depuis, alors pas 50 ans, mais au moins 40. Moi j'ai une histoire à raconter par rapport à mon ami Maurice. Et cette amitié, elle est très importante, elle est très liée à ce musée et ce que Maurice a réussi à faire et surtout à éviter. Et je pense que sans Maurice, on ne serait pas tous ici. Donc moi j'ai monté un projet à peu près au moment où Maurice arrive à Bordeaux, qui s'appelait Cortex Atlético, qui est devenu une galerie que certains ici connaissent. Et du coup j'avais envie de vous parler de mon ami Maurice avec un titre, et ce titre c'est Un fil à plomb dans la tronche. Parce que je pense que ça caractérise assez bien ce qu'est Maurice et ce qu'il a réussi à faire. Donc moi ce que je vous propose c'est que Maurice parle de certaines expositions. Je pense qu'il y a une exposition. Donc, alors pour vous parler un peu de. Donc Maurice a 76 ans. Il vient de Saint-Étienne. Il a été très lié au musée de Saint-Étienne, qui est aussi un musée assez remarquable. Et puis est arrivé ici en 2001, donc de 2001 à 2006. Et à mon sens, une des premières expositions extrêmement importantes que Maurice a pu mettre en place dès 2002, c'était les années 70, l'art en cause. Et pour moi, cette exposition, qui était une exposition majeure, remarquable, c'était aussi l'expression de, montrer cette scène des années 70, qui est aussi le moment où le CAPC se crée et va rentrer en fait dans cette espèce de dissidence, dans cette espèce de mouvement qui va remettre en question énormément de positions de l'art. Donc je pense que c'est important de parler de cette exposition. Ensuite, c'est important de parler aussi du rapport que Maurice a pu entretenir à la fois avec le musée, mais aussi avec tous les acteurs de cette ville. C'est-à-dire que le musée s'est ouvert. On a eu des ping-pong d'ailleurs dans nos programmations. C'est-à-dire que quand tu as fait l'exposition qui s'appelait Ordre et désordre de la nourriture, nous on ouvrait une exposition qui s'appelait Aujourd'hui c'est ravioli. Quand tu as fait une exposition sur le sommeil, on a fait une exposition qui s'appelait Waking Up. On a eu comme ça pas mal d'échanges. Donc j'aimerais bien qu'on reparle au moins de cette exposition. Ensuite, de vous parler de Maurice et de ses engagements, que ce soit dans ses livres, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a publié beaucoup de choses et des choses qui sont très importantes. Et puis vous parler aussi d'un moment qui a eu lieu et qui, je pense, en fait, t'a coûté ta tête et qui a été très important, justement, sur ce qu'est un musée d'art contemporain, ce qu'est un espace comme celui-ci et comment est-ce qu'on doit le protéger de manière inflexible face à des fossoyeurs de la culture. Voilà. D'abord, merci et bonjour à tous et toutes. Les années 70, je pense que c'est une exposition qui a largement contribué à accentuer la blancheur de mes cheveux. Parce que j'en parlais à François Poiset hier, à Anne Cadenet, à Valérie Lantignac, tous les amis et collègues avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels j'ai eu le bonheur de travailler. Et je peux vous assurer que j'ai certaines nuits été réveillé par de véritables angoisses parce que c'est une exposition d'ampleur. Je crois pas moins de 150 artistes qui n'étaient pas représentés par une seule œuvre, mais qui étaient représentés souvent par 2 ou 3 œuvres. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois, Anne Foral-Descomptes, mais pas loin de 300, 350 œuvres, donc dans un espace qui, pour grand qu'il soit, reste néanmoins difficile à maîtriser. D'autant que, justement, on a beaucoup parlé de l'espace. J'arrivais un an avant, et j'avais pas encore, parce que cet espace est très compliqué, et j'avais pas encore la maîtrise totale sur le plan de l'accrochage. J'avais pas encore la maîtrise totale de l'accrochage. Heureusement, l'équipe était là et on a beaucoup collaboré pour que cette exposition, riche effectivement de 300 et quelques œuvres, puisse s'ouvrir à temps et durer les mois de l'exposition. Alors pourquoi cette exposition ? Parce que d'abord, on l'a dit, on l'a répété, la date de naissance du CAPC, c'est 73, et qu'on avait une petite trentaine d'années de recul, donc ce qui était limite, mais quand même suffisant pour avoir le recul historique. Et il me semblait qu'effectivement, il était peut-être possible, temps, en tous les cas, de
montrer l'importance de cette fameuse année, de cette fameuse décennie 70. Alors quand je dis les années 70, en réalité, c'est un petit peu décalé, hein, parce que nous avions commencé l'exposition aux alentours de 65-66 et nous la terminions à peu près en 75-76. Donc c'était effectivement une décennie légèrement décalée, là où la scène artistique en Allemagne, en France bien naturellement, en Angleterre, en Italie, avec tous les mouvements qui se sont succédés, était vraiment produit le mieux de ce qu'ils pouvaient faire. Et c'était une exposition, je crois, qui a été bien vécue, bien appréciée. Si j'en juge, tu y as fait allusion, par le nombre très important d'acteurs extérieurs au musée. Je pense à l'université, je pense à l'opéra, je pense au cinéma ici. On avait 2 ou 3 qui avaient joué le jeu. La presse locale, Sud-Ouest, publiait toutes les semaines une page entière sur les années 70 à Bordeaux. Il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient là et je crois que nous avions effectivement réussi à sortir le CAPC, non pas pour mettre l'art dans la rue, mais pour permettre au public, aux Bordelais, mais aussi à tous les autres, bien sûr, de plus facilement entrer au CAPC. Et alors justement, il y a eu d'autres expositions. Donc cette exposition était une exposition assez majeure en termes d'archives. Enfin, c'est une exposition très complète. Il y a un catalogue qui est incontournable presque. Et ensuite, il y a eu d'autres expositions où tu avais décidé de pouvoir, au motif en fait d'expositions assez larges et assez grand public, de pouvoir mettre en phase le CAPC avec des nouveaux publics. Oui, alors je pense que tu fais là allusion à 2 expositions qui ont beaucoup compté aussi dans l'histoire de ce CAPC, au moins à mon époque. C'est Hors des ordres de la nourriture, qui était une idée d'Éric Fellonneau. J'avais fait avec Thierry Davila ici, au musée Picasso, que je dirigeais précédemment, une exposition sur la marche. Ça ne s'appelait pas L'homme qui marche, parce que le titre avait été déjà pris et même, m'a-t-on dit, déposé. Donc on avait trouvé un titre avec Thierry, peut-être moins accrocheur, mais plus juste sur le plan des contenus, puisqu'il s'agissait d'un siècle d'arpenteur, les figures de la marche. Donc, quelque chose sur la marche qui, comme chacun sait, est un geste inné. Un geste qui, les enfants, vous connaissez ceux qui ont des enfants, les premiers tests que le médecin fait, c'est de faire cogner les pieds sur le rebord d'un support pour voir si l'enfant est susceptible ou s'il y a des difficultés. Alors après, on désapprend la marche, mais on la réapprend ensuite. Mais c'est un geste inné. Et quand Éric Fellonneau m'a dit manger, food, on a pensé food, j'ai vite refusé ce titre parce que je n'aimais pas trop. J'ai bien fait parce qu'après on avait inventé le fast food. Donc j'avais très vite renoncé à ça pour parler tout simplement de la nourriture, de l'ordre et du désordre de la nourriture. Et là aussi, manger, c'est un geste inné. Et ça allait tout à fait dans ce sens. Et puis, l'autre exposition. Alors, peut-être, je reste un moment sur, avant de parler de dormir la nuit, qui est un autre geste inné, naturellement. Là aussi, ouverture, parce que c'est toujours ce qu'il nous faut faire dans un musée, c'est l'ouvrir au maximum pour que les gens viennent, apprennent les codes de l'art contemporain, les clés. Et on avait fait une exposition très, très conviviale, si je puis dire, avec des œuvres il y en avait énormément, mais il y avait surtout une œuvre capitale qui était celle de Félix González Torres, qui est un très beau tapis de 347 kilos, si je ne m'abuse, de bonbons répartis sur un beau tapis, enfin comme un tapis, et auquel n'importe qui avait accès, mangeait, puisqu'effectivement c'était tout à fait dans la définition de l'œuvre de Félix González Torres.
Je peux vous assurer que mes filles, qui étaient petites à l'époque, ont bien pratiqué cette œuvre. Après, il y a eu Dormir. Et c'est François Poiset qui, un jour, me dit, mais dormir. Et ça rentrait parfaitement dans ma logique de partir des gestes innés, de ces gestes qui sont, par principe, acculturels, puisqu'ils sont innés, et que les artistes avaient néanmoins incroyablement, fondamentalement intégrés dans leur œuvre. Et ça me plaisait beaucoup, hein, que ce qui était inné devienne un objet de transformation artistique. Et on a fait, avec toute l'équipe, François en assurait le commissariat avec moi, cette belle exposition aussi. Là, je vous renvoie au catalogue qui existe, je pense, j'espère en tous les cas qu'il existe encore, et où il y avait de belles contributions aussi. Merci. Alors, toujours sur ces histoires d'ouverture à la fois auprès du public, il y a eu une autre ouverture qui était assez singulière, en tout cas qui était, dont j'ai un souvenir assez précis, c'est l'exposition Pérave Prod. Alors ça, c'est une exposition, c'est, je crois, une des premières. On a évoqué Côte à Côte d'Éric Félono. Je crois que c'est peut-être le même Éric Félono qui était en lien avec les artistes brésiliens ou de la côte est de l'Amérique. Et nous avions effectivement reçu ces artistes et accepté volontiers de travailler. Alors c'était côte à côte, puisque évidemment la côte aquitaine et la côte... C'était une très belle expérience également. Oui. Alors, ça j'en souviens, mais je pensais plus à l'exposition Pérave Prod, qui était donc ce collectif à Bordeaux, et qui avait secoué quand même, enfin qui avait un peu fait disjoncter le tout à fait, oui, le format. Alors Pérave Prod, je connaissais pratiquement aucun des artistes qui étaient là. C'était souvent des artistes locaux, hein, qui n'étaient pas organisés en mouvement, je dirais, qui étaient plutôt dans une espèce de mouvance. Il y en a qui rentraient, il y en a qui sortaient. C'était quelque chose de très fluctuant. Et j'avais fait le tour, évidemment, de tous les ateliers, et je trouvais effectivement intéressant de présenter ces artistes locaux, d'autant que la ville avait été insistante en me demandant si au CAPC, il y aurait des gens du cru, si je puis dire, des gens locaux. J'ai dit, écoutez, monsieur le maire, s'ils sont bons, oui. C'était d'ailleurs la même question qui m'avait été posée lorsque j'étais à Antibes. Le maire m'avait dit, est-ce qu'il y aura de la place pour les artistes locaux? J'avais dit, oui, bien sûr. Je pense faire des expositions Picasso. C'est un grand local, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc j'avais fait le tour et je trouvais qu'il y avait matière, effectivement, à présenter les œuvres de ces artistes. Certains ont perduré dans le domaine artistique, d'autres ont disparu, d'autres ont fait d'autres métiers, mais c'était expérimental, et je pense que le caractère expérimental est attaché aussi au CAPC, Musée d'art contemporain. Donc alors évidemment, il y aura eu d'autres expositions. Il y a, tu évoquais donc Éric Félono et le reste de l'équipe. Donc il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et en fait, moi j'aimerais quand même évoquer un moment où à la fois le CAPC s'ouvre à la fois aux acteurs locaux, s'ouvre aussi, essaye d'aller vers de nouveaux publics, et c'est aussi d'avoir des expositions qui sont donc des références importantes, donc qui vont circuler, et en même temps, on est à un moment où il y a une sorte de défiance quelque part de la mairie vis-à-vis du CAPC. Il y a quand même une pression, c'est quand même important de pouvoir l'évoquer, et puis ça tu peux en parler, et puis ensuite on va arriver vers un moment de crise qui est très important à mon avis à raconter, parce que c'est le risque en fait de toute structure comme ça, c'est-à-dire qui à la fois prend des risques et qui est fragile et qui doit être soutenu, et parfois ça se patatras, ça s'effondre.
Oui, c'est parfois compliqué. Mais j'avais, dès mon entrée, dès mon arrivée à Bordeaux, j'allais dire, deux obstacles à vaincre. Le premier, c'était, non pas, Marie-Laure disait, le fantôme, il y en avait un, mais moi j'en avais deux autres. Il y avait Marie-Laure et il y avait Henri-Claude Cousseau. Je ne pouvais pas ne pas... il me fallait affronter cette situation, déjà très marquante, hein, par de telles personnalités. Et puis il y a effectivement la ville, la politique de la ville, et un maire qui n'était pas... c'est pas un secret, pas très ouvert à l'art contemporain. J'ai fait avec, jusqu'au jour, effectivement, où c'était de plus en plus difficile. Jusqu'au jour où on est venu me demander de laisser la nef pour la foire du livre. J'étais évidemment très, très choqué, parce que c'était une activité commerciale et que les musées n'ont pas vocation à ouvrir au commerce privé ces espaces. D'autant qu'il aurait fallu que je décroche l'exposition qui était en cours. Alors il y a eu une grande levée de boucliers dont Bernard Voyou, qui est présent ici, mon ami Bernard Voyou, a été un peu le fer de lance, celui qui a écrit une pétition qui a été signée par je ne sais combien de personnes, y compris par les artistes. Et je pense en particulier à Annette Messager, Daniel Buren, Claude Viala, enfin tous les gens qui sont ici. Bon, la décision du maire... Alors, c'était pas... Juppé était parti au Canada, c'était donc son remplaçant, mais enfin, c'était quand même la même lignée. Devant une telle opération, la mairie a reculé. Mais dès lors, il fallait que j'aille planter mes choux ailleurs, ce que j'ai fait en prenant la direction des 3 musées nationaux des Alpes-Maritimes. Alors, je voudrais quand même revenir sur cet épisode, parce que tu en parles de manière assez sage. Moi, je suis allé chercher 2-3 choses dans la presse de l'époque. Donc, par rapport à ce projet donc, de faire ce salon du livre qui est prévu en mars 2006, Maurice va dire nous avons un engagement d'ordre éthique à l'égard des artistes et du public, ce à quoi le maire de l'époque va répondre c'est de la culture, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Donc, effectivement, il y a une vraie levée de bouclier. Un universitaire, alors ça c'est dans un autre journal, va dire publiquement que cela reflète vraiment une ambition de sous-préfecture. On veut faire du CAPC la salle des fêtes du village. Pourquoi pas dans la période actuelle songer à y mettre des volailles. Donc en fait ça va être assez sévère et justement je pense que ce moment où en gros on veut transformer le CAPC, en gros utiliser ce bâtiment, c'est-à-dire avec ces nouveaux publics aussi, avec ces nouveaux flux, et se dire que finalement on va en faire plus une sorte d'espace culturel ouvert à tous, et sortir en gros d'une programmation qui est ambitieuse, qu'on peut qualifier d'élitiste, mais moi ça me convient, à condition que ce soit ouvert à tous. Et pour avoir croisé Maurice très régulièrement le dimanche dans le musée, l'avoir vu accueillir les gens, l'avoir vu discuter avec eux et tenir cette exigence, en fait on a eu un vrai risque. Et le vrai risque en fait, puisque c'était un peu ça le projet, c'était d'en faire donc un espace culturel ouvert à tous, qui soit polyvalent et ouvert en gros aux cultures urbaines. Alors c'est évoqué justement aussi dans Le Monde, donc en février, et c'est là qu'on comprend ce qui va se passer pour Maurice. Alors je vous le lis. Au-delà du conflit, Maurice Fréchuret pourrait ne pas faire de vieux os à la tête du musée. Le maire a, sous une forme à peine allusive, multiplié les mises en garde contre l'insoumis, affirmant par exemple que le musée sera pérennisé avec le conservateur actuel ou avec d'autres. Responsables de galeries, critiques d'art, enseignants ou simples amateurs, de plus en plus de Bordelais expriment sans détour leur crainte que l'héritage de Jean-Louis Froment, le père fondateur du musée, ne soit hâtivement bradé. Et ce moment, alors ça paraît un peu comme un épiphénomène en fait, ce moment, mais ce moment pour moi, il est hyper important, il est totalement constitutif et fédérateur de la scène bordelaise. Et c'est justement à ce moment-là que moi je décide
que la petite association dont je m'occupe va devenir une galerie, et qu'en gros, on va, par notre programmation, nos projets, etc., ouvrir notre gueule, en fait, ne pas se laisser faire. Et donc, ça a permis, cette crise-là, de nous rassembler. C'est-à-dire ce milieu qui était un peu éclaté, ce milieu où on se sentait un peu isolé parce que Bordeaux, et c'est aussi ce qui a permis de faire exister le musée quelque part, mais Bordeaux est une ville très insulaire, et là, ça a permis justement de connecter tout un environnement qui se sentait solidaire à la fois de cette situation, c'est-à-dire comment est-ce qu'un conservateur d'État, donc qui a au-delà en fait de son protocole professionnel, qui a une moralité, ne cède pas justement à ce type de proposition. Et comment est-ce que nous, finalement, on s'est tous concertés en se disant mais c'est notre musée en fait qui est en danger. C'est ce lieu où, quand j'étais petit, j'étais au Atelier du Regard. C'est ce lieu où, quand j'avais 11 ans, j'ai rencontré Kessari. C'est ce lieu. Enfin, en fait, ça a permis nous tous de nous dire que c'était un moment très grave. C'était un moment grave que Maurice a géré de manière. Alors, je vous parlais de fil à plomb dans la tronche, mais c'est ça. Ça veut dire qu'avec un côté très inflexible, Maurice est quelqu'un qui a des engagements politiques assez forts. Et ton dernier livre sur les migrants, enfin justement avec cette photo d'Adrienne Paci en couverture, sur la question des exilés, sur la question des sans-place, sur la question de... Enfin, tu as toujours pris position. Il y a un autre truc aussi que je vous encourage à essayer de trouver. Moi, je ne le retrouve pas, mais c'est l'historique du compte Facebook de Maurice, qui, avec immensément d'impertinence et beaucoup d'érudition, a pu traiter de l'actualité en se servant de l'histoire de l'art. Et c'est d'une acidité et d'une justesse hyper précise. Voilà, en tout cas, il y a, au-delà de tout ce que Maurice a fait au niveau artistique, il y a eu ce bras de fer qu'il a tenu seul, en sachant très bien que ça allait lui coûter sa place, mais que pour nous, en fait, il a tenu. Et en ça, c'était quelque chose de très important. Alors c'est vrai que une des premières rencontres que j'ai eues, et pour faire lien avec ce qui s'est dit précédemment, et en particulier le présumé innocent, la première rencontre que j'ai eue, le premier entretien que j'ai eu, c'était avec la police, qui est venu me voir dans mon bureau et qui m'a dit, monsieur le conservateur, que pensez-vous de l'exposition présumé innocent? Il s'avère que je n'ai pas vu l'exposition, mais que j'ai lu le catalogue. Que j'ai chez moi, que je chéris, parce que c'est un vrai monument, hein, vraiment très intéressant. Alors j'ai dit, monsieur le gendarme, le policier, je ne sais plus, je n'ai pas vu l'exposition, mais je peux vous assurer que le catalogue est une somme scientifique tout à fait remarquable et que je le défendrai très fortement. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais au fond, parce qu'il me disait que c'était pornographique, etc. Enfin, c'est pas lui qui disait ça, mais que qu'il était mandaté pour faire une enquête sur la pornographie telle qu'elle avait été dénoncée par une association de bien-pensants. Moi, j'ai dit, oui, mais donnez-moi la définition de la pornographie. Et j'étais sidéré par sa réponse. Il m'a dit, vous savez, vous prenez une poupée en Playmobil et vous mettez le sexe en érection, c'est pornographique. Ah ben, j'ai dit, là, c'est un vaste programme. Hein. Voilà, donc voilà, c'est exactement pour vous. Ça vous donne un peu le caractère de Maurice. Donc il y a d'un côté cette position assez impertinente, et en même temps, donc il y a quand même une somme de travail qui est assez imposante. Donc tu as écrit quand même beaucoup de livres. Il y a 2 livres en fait qui sont pour moi, enfin 3 livres même d'ailleurs. Il y a un livre qui s'appelle Effacer, voilà, enfin sur les artistes justement qui ont effacé leurs œuvres. Il y a La machine à peindre et Le mot et ses formes, qui sont en fait un regard assez décalé, enfin un regard d'historien de l'art, mais assez décalé et assez construit. En tout cas, ça fait partie des choses assez importantes. Donc on est toujours dans cet écart entre l'historien presque universitaire et puis une action en fait par rapport à nous, notre société, qui demande parfois du courage et qui est, que je trouve assez génial, quoi. Donc ce serait bien de parler aussi de ces quelques livres. Ça m'est difficile de parler de mes propres livres, d'autant qu'il y en a que tu cites qui ont plus de 20 ans.
Je n'ai pas oublié le contenu, naturellement, mais ce sont des livres qui ont été, effectivement, qui ont marqué, paraît-il, un peu. En fait, j'ai eu la chance, je crois, un certain succès du Mou et ses formes tient au fait que je l'ai écrit en 91, 92, et il a été publié en 93 par l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. C'était Yves Michaud qui était le rédacteur en chef, qui était le patron de cette édition. Et j'ai bénéficié de ça parce qu'il a été tout de suite inscrit au programme du CAPES d'art plastique. Alors, tous les gens qui voulaient passer le CAPES ont dû lire ce livre, d'où un certain succès commercial de ce livre. Oui, oui. Alors voilà, le Mou et ses formes, La machine à peindre, Images de l'exil qui est sorti plus récemment. Et puis je continue. Si vous voulez, quelqu'un qui est à la retraite, qui a travaillé dans les musées, il ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Et même s'il a le droit d'aller à la pêche, il ne peut pas ne pas continuer à faire des recherches, à écrire. C'est ce que je fais de manière très mesurée. Je ne suis pas un staccanoviste de l'écriture, mais au plan quotidien, c'est une activité que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, donc c'était pour vous, c'était en gros vous parler un peu de mon ami Maurice et de ce moment un peu particulier où effectivement suite à Présumé innocent, où il y avait eu quand même un gros remous ici. Le maire s'était décidé en gros à aller chercher quelqu'un du musée Picasso à Antibes. Il n'y aura pas de problème. Et ça, c'était une grosse erreur de croire à la docilité de Maurice et à son allégeance à quelque forme de pression. Et voilà, et je voudrais vraiment marquer et remercier Maurice par rapport à ce moment ultra critique où ce musée qu'on adore, on a failli le perdre. Mais cela dit, et avant d'entendre le gong fatidique, je voudrais d'abord associer toute l'équipe de ce musée qui a été formidable auprès de moi, qui d'abord a été générateur d'idées. J'ai parlé d'Éric Fellonneau me proposant un sujet d'exposition, François, Anne Cadenet, surtout à partir de la collection. Et bien sûr l'ami Thierry Davila, avec Stackler, avec Le Vif, qui est une magnifique exposition que j'ai eu grand plaisir je dirais, non pas assurer le commissariat, parce que c'est principalement Thierry Davila qui l'a fait. Il va sans doute en parler tout à l'heure. Mais je dois dire que l'équipe entière, que ce soit la surveillance jusqu'à l'équipe scientifique, je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce musée à y travailler. J'ai pris autant de plaisir que j'ai eu de déception de la part de la ville. Merci pour votre écoute.